Mesdames et messieurs, membres de la communauté, en tout cas, merci. Merci. Merci parce que vous nous avez prouvé que vous aimez ce pays. Vous aimez vraiment le pays, votre pays. Ça n'a rien à voir avec Pascal. Ça n'a rien à voir avec Pascal. En tout cas, merci, je vous encourage. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Le petit effort de chacun fera que, au fur et à mesure que nous nous interpellons, il y aura un moment où nous allons correctement prendre conscience et ne travailler que pour ce pays. Merci, chers membres de la communauté. Pas des élémentaires, s'il vous plaît. Réfléchissons pays. On n'a pas besoin des avis inutiles. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Partageons le lien. Soyons encore plus nombreux. Le cap, comme nous le disons chaque jour, notre cap, c'est 100 000. Ça veut dire 100 cas, je voulais dire. 100 cas d'abonnés. Nous allons nous satisfaire et dire que maintenant, beaucoup de Congolais nous suivent et suivent les points de vue qui vont dans le sens d'aider notre pays. Pas sur le superfétatoire, nous ne sommes pas là-bas. Pour cela, chaque jour, nous vous demandons d'élargir, chacun à son coin, la communauté. Partageons les liens, abonnons-nous, influençons les gens à pouvoir prendre l'abonnement. Et nous allons nous instruire. À travers vos points de vue, nous prenons les idées. À travers ce que nous disons, vous prenez les idées. Mais toutefois, nous vous disons, nous ne sommes pas piques de la mirandole. Nous ne connaissons pas tout. Là où nous avons des faiblesses, essayez de nous aider à pouvoir nous orienter véritablement vers les objectifs ultimes. En tout cas, merci. Le pays d'abord. Aujourd'hui, nous abordons deux questions. Deux. La première, c'est en rapport avec la comparution de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à la Cour de cassation comme renseignant dans le dossier de détournement, sinon de surfacturation, sur le projet de 1000 forages à travers le pays. Nous avons autant de fois abordé la question. Deux messieurs sont à la barre. À ce jour, François Robota et Serge Kassenga. François Robota, à son temps, était ministre de Développement rural. Serge Kassenga, lui, c'est l'opérateur économique qui a gagné le marché. Et c'est celui qui est accusé principalement d'avoir surfacturé. Et voilà, la fois passée, la Cour de cassation avait reçu l'actuel ministre du Développement rural comme témoin qui, lui, lit les différents rapports dans son cabinet. Il échange avec beaucoup d'agents et ceux qui étaient d'accord avec le projet et ceux qui n'étaient pas d'accord avec le projet. Et c'est comme ça qu'il est venu présenter, en tout cas, ces éléments de connaissance auprès des juges de la Cour de cassation. Et tous nous avions suivi comment il a déploré. Il avait même demandé à la Cour d'arrêter jusqu'aujourd'hui parce que la collaboration, le projet continue maintenant à être appliqué et lui a souhaité qu'on arrête la collaboration simplement parce que c'est inacceptable ce que lui a vu. Le degré de la surfacturation, le degré de l'eau impropre. Et il a poussé l'argument, il dit il faut carrément arrêter pour protéger la population. Et après, le ministre, l'ancien ministre de Finances est passé comme renseignant. Et nous allons suivre. Le deuxième élément d'analyse, c'est en fin de compte, enfin, je dis bien enfin, parce qu'aujourd'hui, on peut dire tous les membres du présidium de l'Union sacrée se sont prononcés. Le dernier qui restait
était Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui est en même temps le président de l'Assemblée nationale, qui a eu au moins plus de 2 heures d'échange avec le chef de l'État, vous allez le suivre d'ailleurs, et après, il a fait une interview pour dire qu'on ne peut pas engager le débat sur la révision de la Constitution, encore que c'est constitutionnel. Il faut attendre la convocation de la commission interdisciplinaire qui sera convoquée par le chef de l'État, et lui est allé plus loin pour dire il appelle les uns et les autres à se calmer, aucune raison aujourd'hui de s'enflammer. Et là, il voyait bien entendu les amis de l'opposition, parce que quelque part, il dit dans cette commission, il y aura aussi ceux de l'opposition, ceux de la société civile et ceux du pouvoir actuel, pour réfléchir sur la nation, parce qu'il s'agit de la nation. Voilà! C'est autour de ça que nous analysons aujourd'hui. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît, chers membres de la communauté. C'est ici qu'on réfléchit, c'est ici qu'on parle les nations. Partageons le lien. Partageons le lien, c'est ici. Réfléchissons, interagissons, complétons-nous, c'est très important. On commence avec l'analyse. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, comparé comme renseignant, directement une question surgit. Pourquoi il comparait comme renseignant? Pourquoi l'actuel ministre de Développement rural a comparé comme témoin? Et pourtant, que ce soit Serge Kassenga, que ce soit François Robota, ont chargé très sérieusement l'ancien ministre des Finances. Que ce soit l'IGF a chargé très sérieusement l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Est-ce que le fait de l'avoir chargé, ils avaient raison? Pas forcément. Et voilà pourquoi la Cour a été dans l'obligation de l'inviter afin qu'il lui présente certains éléments qu'il connaît du dossier pour éclairer la Cour. Comparaître comme renseignant ne voudrait pas dire que la Cour ne peut pas rebondir autrement pour requalifier le fait afin que, en fait, compte lui aussi par la suite comparaisse comme incriminé, comme le vrai chargé. Mais, jusqu'à ce stade, il a comparu comme renseignant. Après avoir présenté ces éléments de connaissance, Nicolas Kazadi a fait une interview. Dans cette interview, Nicolas Kazadi dit ceci. Il a tout volé en éclats, toutes les accusations. Et tous les mensonges qu'on a su véhiculer depuis tout ce temps, non seulement contre lui, mais surtout contre ce projet. Il en avait marre des avis des uns et des autres contre son image. Et il a été déçu de ce que l'IGF avait avancé. Et il parle de l'ignorance de la part de l'IGF et de la légèreté à ce stade de fait de pouvoir présenter le dossier de cette façon. Et il se rend compte que l'IGF n'avait même pas la vraie connaissance du dossier. Et c'est déplorable qu'une telle institution ne puisse pas avoir des connaissances plus approfondies dans un dossier comme celui-ci. Ce ne sont pas les propos de Pascal Ouondje. C'est le propos de Nicolas Kazadi. Pour preuve, suivant Nicolas Kazadi, l'interview qu'il a accordée au sortir de sa comparution
comme renseignant, bien entendu, à la Cour de cassation. Suivons Nicolas Kazadi. Clarifier les choses, de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. Et l'IGF, justement, vous a payé des personnes non concernées par le contrat de construction et de forage et purification d'eau. À votre avis, quelle est votre réaction? J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Vous estimez que l'IGF n'a pas bien fait son travail? Si oui, comment faire pour obtenir réparation? Beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave. C'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne dis pas que tout le monde est innocent, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus. Je dis bien que les individus je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant que fils de ce pays pour que, à l'avenir, qu'on ne jette pas en pâture gratuitement les gens et que les choses soient faites de la manière la plus correcte possible. Peut-être une synthèse en lingala? Non, moi je suis un chrétien. Vous savez, chacun joue son rôle. Et puis, moi je pars du principe que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, même lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, en fait, il ne sait pas qu'il vous fait du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés. Mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne, je n'ai aucun ressentiment. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous réserve. Merci, en lingala. Et voilà, ça devient intéressant. Parce que nous avions suivi l'IGF aussi, bien avant, à tout celui qui pouvait entendre, suivre l'IGF. Avec des avis parfois techniques, nous qui ne sommes pas économistes, nous avions l'impression effectivement et totalement que l'IGF avait raison. Mais avec assurance, l'orgueil, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, regarde l'IGF et dit que l'IGF était ignorante. Et l'IGF a présenté les faits avec légèreté. Si c'est ça alors, Pascal, je me dis, mais pourquoi avoir voulu ternir l'image de quelqu'un de cette façon? Mais nous n'irons pas dans cette voie du fait que, comme le fait présenté est la surfacturation, la Cour, éclairée du point de vue des uns et des autres, seule la Cour saura maintenant apprécier et nous donner la vraie version. Mais à partir du moment où nous avons suivi le point de vue de l'actuel ministre de Développement rural, lui qui a le gouvernail entre ses mains, qui a tous les rapports et les avis des agents, et comme nous l'avons dit, qui a demandé à la Cour carrément de rompre avec ce contrat, parce que le contrat, jusqu'à la preuve du contraire, est encore en exécution. Simplement, selon le ministre, il s'appelle encore qui? Moïndo Nzangi. L'eau, jusqu'ici, de quelques forages exécutés, est inconsommable et elle est dangereuse à la consommation. Et donc, je le dis,
Le ministre, l'actuel ministre de Développement rural, a suggéré à la Cour d'interrompre avec le contrat parce qu'il est encore en exécution jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, s'il dit des choses comme ça, c'est une façon d'accuser indirectement ou directement, selon l'appréciation de chacun, l'opérateur économique qui a conçu son plan avec des propositions irréalistes contre le pays pour lui, individu, afin de bénéficier ce qu'il a cru bénéficier de la part de l'État. De ce fait, de ce point de vue, alors nous nous disons, c'est un contrat probablement dangereux. Nous disons probablement parce que ce n'est pas à nous le pouvoir de conclure, c'est à la justice, parce que le dossier aujourd'hui est entre les mains de la justice et la justice va apprécier. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse. La problématique de la révision ou changement de la Constitution. Avant-hier, nous vous avons dit que tous les membres du Présidium de l'Union sacrée se sont prononcés. Il nous restait deux. Il nous restait Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Bahati Lukwebo s'est prononcé et hier, nous vous avons dit que c'est un malin. Pourquoi nous l'avons qualifié de malin? Du fait qu'il n'a pas tenu son propos comme les autres. Tous les autres étaient clairs quant au changement de la Constitution. Et d'accord. Mais lui dit, nous allons nous prononcer clairement après que la commission aura fait son travail. Scientifiquement, ça passe, nous avons dit hier, mais politiquement, ça ne passe pas parce que là, il n'appuie pas le propos du chef de l'État, sinon la proposition du chef de l'État. Une contradiction avec le chef de l'État. C'est dangereux. Alors, il restait le point de vue de Vital Kamerhe, qui est en même temps aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Et voilà, en fait, compte la position de Vital Kamerhe, le président de l'UMC, est connu. Après autant de temps d'échange avec le président de la République, Vital Kamerhe a fait savoir sa position à la face du monde. Il dit ceci. J'ai échangé avec le président de la République pour la révision de la Constitution. Le problème ne devrait pas se poser. Et il a cité l'article de la Constitution, l'article 218, que nous citons pratiquement chaque jour. Il a énuméré et les personnalités et les institutions habilitées à pouvoir initier la révision de la Constitution. Dans l'article 218, il est dit clairement le président de la République, l'une des deux chambres du Parlement, le gouvernement après conseil des ministres et la population à travers la pétition de 100 000 signatures. C'est clair. Et il a cité cette disposition. Et donc pour lui, il est d'accord d'aller maintenant d'abord à la convocation de la commission telle que voulue par le président de la République. Et là-dedans, si il sera délibéré de ne penser qu'à la révision de la Constitution, donc pour Vital Kamerhe, le problème ne se pose pas. Et on peut même déduire, même pour le changement, le problème ne se posera pas, parce que visiblement, il est très d'accord. Et il s'adressait aussi à l'opposition, qui curieusement, s'oppose même contre la révision de la Constitution, alors qu'elle ne s'opposerait pas. Pascal, je vous ai dit, la même opposition hier s'était opposée à la révision de 2011, et pourtant, la Constitution pendue de cette révision serait refusée jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien serait refusée par la même opposition, mais curieusement aujourd'hui, cette opposition qui s'est opposée à la révision de cette Constitution à son temps est la première à pouvoir défendre une Constitution révisée qu'elle avait rejetée hier en 2011. C'est irrationnel, c'est illogique, c'est incompréhensible, c'est incompatible dans la réflexion, dans la compréhension. Et Vital Kamerhe
a fait savoir sa position. C'est une très bonne chose maintenant. On comprend qui est qui à l'union sacrée. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est de voir les membres de l'union sacrée se réunir afin d'avoir une lecture commune, une seule lecture sur l'avenir de discussions qui sont annoncées par le président de la République. Parce que la position de Bahati Lukwebo dénote d'une certaine ambiguïté, d'une certaine incertitude quant à accepter l'initiative du chef de l'État. C'est clair. Suivons Vital Kamerhe et on aura l'idée effectivement de ce qu'il a dit pour en faire comprendre aussi ce qui pourra arriver par la suite. Suivons Vital Kamerhe. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Ainsi la politique, ainsi va la politique. Et c'est comme ça, les acteurs politiques. Dans leurs opportunités, ils sont prêts à se sacrifier pourvu que leurs intérêts soient privilégiés et soient protégés. Pour l'effet de la société, pour l'intérêt de la communauté, vous n'allez pas les voir s'engager au fond. Regardez comment ceux de l'opposition, pas seulement l'opposition actuelle, même l'opposition d'hier, se battaient, payaient les transports des uns et des autres pour se retrouver ailleurs, simplement afin de réfléchir comment nous allons nous retrouver demain. J'ai toujours fait des propositions telles que aujourd'hui nous voyons Kabambare totalement délabré. Nous faisons cette émission sous la pluie d'ailleurs. Pourquoi on ne verrait pas par exemple, allez, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi marcher sous la boue comme pour dénoncer ce qu'est devenu Kabambare, afin de dire par exemple que les gestionnaires actuels ne font rien. Vous ne les verrez pas agir de cette façon. Je ne parle pas simplement de l'opposition d'aujourd'hui, je le dis bien même l'opposition d'hier. Et l'opposition d'aujourd'hui essaie d'imiter les pratiques de l'opposition d'hier. Vous savez pourquoi? Moïse Katumbi est allé apprendre l'opposition à l'UDPS. Moïse Katumbi, depuis tout ce temps, était avec Joseph Kabila. Et c'est à l'UDPS qu'il est allé apprendre les stratégies.
C'est autant avec Martin Fayoulou, c'est à l'UDPS qu'il est allé apprendre les stratégies. Alors, le malheur qu'ils ont, c'est que celui qui est au pouvoir, c'est le président de l'UDPS, en d'autres termes, c'est celui qui les a appris les stratégies de l'opposition. Donc, il connaît les faits et gestes. Quand on fait ça, c'est pour atteindre tel objectif. Quand on fait cela, c'est pour réclamer ceci. Il comprend ce langage. C'est là la complexité et la difficulté qu'ils auront à réussir leur plan. S'ils réussissaient hier, c'est parce qu'ils avaient un président qui n'avait pas compris le langage de l'opposition et la stratégie de l'opposition. Joseph Kabila était venu de la rébellion, son papa assassiné, et il a eu le pouvoir. Il n'avait pas compris les stratégies et le langage de l'opposition. Mais c'est lui, Félix-Antoine Tshisekedi, est non seulement celui qui a appris, en termes du parti politique UDPS, aux autres comment monter des stratégies pour atteindre un tel objectif, mais en même temps, il comprend le langage, et voilà, pour que le langage, ce langage-là, soit dribblé par les autres, ça devient très compliqué. Alors maintenant, le changement ou la révision de la Constitution, quelque part aussi, c'est un problème de concept. Hein. Parce que par la révision, on peut dire qu'il s'agit du changement de la Constitution. Hein. Au-delà de la problématique du référendum, on peut, parce que la Constitution de 2011, révisée en 2011, elle n'est pas la Constitution de 2006. Hein. Donc, elle a changé en d'autres termes. Si on passe par la révision, si on prend par exemple plus de 20 articles, plus de 100 articles, on révise, ça veut dire on les change. Mais on n'aura pas la même Constitution. Ça veut dire qu'on aura changé la Constitution. C'est aussi dans la compréhension des concepts. Par la révision, on peut aboutir à un changement. Parce que certaines dispositions qui sont dans l'article verrouillé, l'article 220, sont susceptibles de subir la modification à travers la révision de la Constitution. Attention, je le dis en connaissance de cause. Parce que j'insiste toujours sur la forme de l'État. La forme de l'État, la forme républicaine de l'État, c'est la première phrase de l'article 220. Or, tous les rédacteurs de la Constitution sont unanimes dans la nécessité d'avoir une forme claire. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une orientation afin de pousser le pays vers des réformes plus claires. Alors maintenant, comment on va toucher à cette disposition de la réforme? Et pourtant, c'est dans la disposition intangible de la Constitution, je parle bien de l'article 220. On tend vers là, donc on risque de toucher certaines dispositions de l'article 220 sans qu'on passe par le changement dans la manière que nous comprenons. Par changement, il faut le référendum, il faut. Donc on peut changer la Constitution aussi sans passer par le référendum, par la révision, toucher beaucoup de dispositions et avoir une autre Constitution que celle que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est Pascal. Je vous dis bien, ça, c'est Pascal, n'allez pas ailleurs. Et c'est possible. Et c'est vers là que nous tendons. On risquerait maintenant de refuser le changement dans la manière que les gens veulent faire croire pour en tout cas, brûler le pays avec des mouvements, avec des insurrections inutiles. Vous avez compris, changeons Félix Tshisekedi. Vous allez changer Félix Tshisekedi maintenant comment? Tel propos, il s'agit d'une insurrection préparée. Pour éviter cela, on peut maintenant initier la révision, une révision du changement de la Constitution. Et voilà. La révision du changement de la Constitution. Tout en révisant la Constitution, nous aurons une autre Constitution, nous aurons changé la Constitution. Possible ou pas possible? Pascal dit possible. Est-ce que vous m'avez bien compris? En tout cas, merci beaucoup. N'allez jamais ailleurs, chers membres de la communauté. Restons ici. Partageons les liens. Soyons plus nombreux, soyons beaucoup. Soyons plusieurs. Le cap, c'est 100 000 cas. Enfin, qu'est-ce que je dis? 100 cas. Lorsque nous aurons atteint 100 cas, ce sera une satisfaction pour nous.
Parce qu'à ce moment-là, nous allons dire, oui, la communauté est élargie. Maintenant, nous avons une lecture commune sur les faits de la société. On peut, cette fois-là, révolutionner les choses. Pousser vers le bien de la communauté parce qu'on aura une autre vision de ce qu'il faut pour notre pays. Et pour cela, partageons le lien, commentons, likons, soyons plus nombreux, et voilà ce qui est plus utile. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes ici, au cœur. Nous vous aimons beaucoup. Ce mois de décembre, vous aurez toujours nos meilleurs vœux. Les vœux d'accompagnement, le vœu d'amitié, le vœu d'unité, le vœu de partage de bonnes idées, le vœu de prospérité, le vœu d'un bon avenir pour notre pays, le vœu de bonheur de chaque membre de la communauté, partout où vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.